Ma famille m'a laissé mourir après qu'un chauffard ivre ait broyé mon corps. Alors, j'ai tout reconstruit sans eux et j'ai fermé cette porte à jamais. J'ai 30 ans, et mon histoire commence avec un chauffard ivre, une autoroute pluvieuse et le bruit de ma colonne vertébrale qui craque contre une ceinture de sécurité. 3 semaines avant Noël, je rentrais du travail. La pluie tombait fort depuis le début de la soirée, le genre de pluie qui faisait miroiter chaque voix, créant une confusion visuelle. J'étais à seulement 10 minutes de chez moi quand un pick-up a grillé un feu rouge et a percuté directement le côté conducteur de ma voiture. Je ne l'ai pas vu venir. Tout ce dont je me souviens, c'est du métal qui se plie, des airbags qui se déclenchent, et de l'obscurité totale. Je me suis réveillé 3 jours plus tard aux soins intensifs, avec une sonde dans la gorge, une minerve autour du cou et une douleur généralisée. Les médecins m'ont dit que j'avais une fracture de la colonne vertébrale, un fémur brisé, 3 côtes cassées et une hémorragie interne qui m'avait presque tué. L'impact avait tordu mon corps si violemment qu'il n'était pas sûr que je remarcherais normalement. L'infirmière m'a expliqué que j'aurais besoin d'au moins 8 mois de kinésithérapie, peut-être plus. C'était déjà assez grave. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est le silence. Personne n'était là quand j'ai ouvert les yeux. Pas de fleurs, pas de SMS, pas de famille qui se bouscule autour de moi, juste des moniteurs qui bipent et le bruit des infirmières devant ma porte. J'ai demandé si quelqu'un était venu me rendre visite. L'infirmière a répondu « Non, pas encore ». Ce n'est que le 3e jour que mes parents sont arrivés, ainsi que ma sœur aînée. Ils se tenaient maladroitement près de la fenêtre, évitant de croiser mon regard. Ma mère a apporté un sac de raisins comme s'il s'agissait d'une visite décontractée de l'après-midi. Mon père a fait une blague sur le fait que j'avais enfin pris une pause de mes heures supplémentaires. Ma sœur a fait défiler son téléphone pendant tout le temps. Ils sont restés 15 minutes et sont repartis. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Ma petite amie, enfin, mon ex maintenant, est venue une fois. Elle se tenait près du lit, les yeux écarquillés par la panique, à peine capable de me regarder. La fois suivante, j'ai eu de ses nouvelles 2 jours plus tard, par SMS. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Je ne me suis pas inscrite pour ce genre d'avenir. C'était tout. 4 ans ensemble, partis en 8 mots. Pendant que j'étais encore en convalescence à l'hôpital, les factures ont commencé à arriver. Mon emploi m'a classé en invalidité temporaire, donc mes revenus ont chuté à une fraction de ce que je gagnais auparavant. La voiture était détruite. Je payais encore le loyer d'un appartement où je ne pouvais même pas me rendre. Entre l'ambulance, l'opération d'urgence et le séjour à l'hôpital, mes économies se sont évaporées en moins de 2 semaines. J'ai appelé mon père, je lui ai demandé de l'aide. Juste quelques centaines pour couvrir les courses et une partie du loyer de janvier. Il a soupiré et a dit, « Tu as toujours été indépendant. Débrouille-toi. » Puis il a raccroché. Ma sœur n'a même pas décroché. Ma mère m'a dit qu'elle était à court d'argent et m'a rappelé que tout le monde était en difficulté en ce moment. Elle ne m'a pas demandé où je logeais. Elle ne m'a pas demandé si je pouvais déjà marcher. À la mi-janvier, j'ai reçu un avis d'expulsion. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas me déplacer correctement. Et je ne pouvais pas payer. Mon propriétaire m'a donné jusqu'à la fin du mois pour quitter les lieux. Quand j'ai rappelé ma famille, désespérée, en demandant si je pouvais rester dans la chambre d'amis, ma mère a dit que ce n'était pas le bon moment, ma sœur avait la grippe, apparemment, et il ne voulait pas que j'amène des microbes d'hôpital. J'ai dormi dans ma voiture de location pendant 5 nuits. Je me suis garé sur le parking derrière mon ancienne salle de sport, j'ai coupé le moteur pour économiser du carburant, j'ai incliné le siège vers l'arrière et je me suis enveloppé dans des couvertures d'hôpital. La minerve autour de ma jambe rendait presque impossible de trouver une position confortable. Je dormais à peine. Je mangeais à peine. Je comptais mes pièces pour acheter des frites à emporter. Je devais ramper jusqu'aux toilettes publiques en utilisant mes bras parce que je ne pouvais pas mettre de pression sur ma jambe sans les béquilles, que je ne pouvais pas porter facilement sans un sac, que je n'avais pas. Un collègue, quelqu'un dont je n'étais même pas proche, l'a découvert après m'avoir vu garer devant le parking du bureau un soir. Il a insisté pour que je vienne loger chez lui. Lui et sa femme m'ont offert leur canapé-lit. Ils ont cuisiné. Ils m'ont aidé à me rendre à mes rendez-vous médicaux. Des étrangers m'ont pratiquement traité comme si je comptais plus que les miens. Quelques jours plus tard, j'ai vu des photos en ligne de Noël. Toute ma famille souriant autour de la table du dîner. Bougies, vin, pyjama assortis.
Je n'étais pas seulement oublié. J'étais délibérément exclu. Le jour de l'an, ma sœur a appelé. Elle a dit qu'il ne m'avait pas aidé parce qu'il ne voulait pas me rendre dépendant. Elle a dit que je devais apprendre à demander de l'aide de la bonne manière, quoi que cela signifie. Je lui ai demandé si ça leur importait au moins que je ne puisse pas marcher sans aide, que je ne puisse pas me laver correctement, que je ne puisse pas payer mes quotes-parts médicales. Elle m'a dit que j'étais dramatique. J'ai laissé des messages vocaux. J'ai pleuré dedans. Je leur ai dit que je ne savais pas quoi faire. Je leur ai dit que j'avais peur. J'ai reçu une réponse, un SMS de mon père. Reprends-toi, mec. Quand j'ai essayé une dernière fois, j'ai appelé ma mère depuis le canapé que j'empruntais, je lui ai dit que j'avais besoin de soutien jusqu'à ce que je puisse me tenir debout par moi-même, elle m'a dit d'arrêter de culpabiliser tout le monde. Puis elle a bloqué mon numéro. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est éteint. Je ne me souviens pas de grand-chose des 2 semaines qui ont suivi. Crise de panique, journées engourdies. Je restais allongé sur le canapé, fixant le plafond, incapable même de pleurer. Si j'avais eu accès à quelque chose de plus dangereux que des béquilles, je ne serais probablement pas là. Puis, un après-midi, j'ai reçu un email. Mon ancien professeur d'université avait entendu parler de l'accident par l'intermédiaire d'un ami commun. Il m'a offert une chambre au-dessus de son garage. Il a dit que ce n'était pas grand-chose, mais que je pouvais y rester gratuitement jusqu'à ce que je trouve une solution. J'ai accepté sans hésitation. Il est venu me chercher le lendemain matin, m'a aidé à porter mes affaires, juste un sac de sport et ma Minerve. Alors que je me regardais dans le miroir ce soir-là, les bleus encore jaunes sur ma peau, j'ai fait un vœu silencieux. Je ne leur demanderai plus jamais d'aide. Je ne leur donnerai plus jamais une autre chance de m'abandonner. Ils ont eu leur chance. Maintenant, c'était la mienne. Le centre de kinésithérapie était niché entre une laverie automatique et un cabinet dentaire, le genre d'endroit que l'on manquerait si on ne le cherchait pas. J'y allais 2 fois par semaine. La séance commençait par des étirements, puis des exercices d'équilibre, puis de la marche avec des barres parallèles. La première fois que je me suis tenu debout sans aide, ma jambe gauche tremblait comme si elle était en papier. À la fin de la 2e semaine, je traversais la pièce avec des béquilles. La douleur me brouillait la vue, mais je me présentais à chaque fois. Pas d'excuses, pas de séance manquée. De retour dans la petite pièce au-dessus du garage, j'ouvrais mon ordinateur portable chaque matin comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Je me suis formé à de nouveaux outils, j'ai mis à jour mes anciens portfolios et j'ai commencé à accepter des missions en freelance, conception graphique, rédaction, images de marque pour les petites entreprises. La pièce n'avait pas de cuisine, juste un micro-ondes et un mini-frigo, alors je me suis habitué à faire chauffer de la soupe en conserve et à travailler pendant le dîner. Certaines nuits, je restais debout jusqu'à 3 heures du matin pour encaisser des factures ou peaufiner des brouillons. L'argent est arrivé au début au compte-gouttes. Des logos à $50, des modifications de sites web à $100. Ce n'était pas grand-chose, mais ça s'accumulait. Au bout de 3 mois, je n'avais plus besoin de coupons alimentaires. Je payais mes propres séances de thérapie, je me procurais mes ordonnances à temps et je gardais mon forfait téléphonique actif. J'avais l'impression de respirer de l'air pur après avoir été sous l'eau. Soudain, 2 amis de l'université m'ont contacté. L'un m'a envoyé une carte cadeau Uber Eats et m'a demandé mon Venmo. L'autre m'a envoyé un colis avec des collations, des chaussettes et une lettre manuscrite. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais ils ont entendu ce qui s'était passé et ont voulu aider. Pas de culpabilité, pas de leçon, juste un soutien sincère. Le professeur chez qui je vivais a commencé à prendre de mes nouvelles tous les soirs. Il frappait une fois et entrait avec du thé ou des plats à emporter, me demandait comment ma jambe tenait le coup, puis me donnait de petits conseils. Il m'a montré comment créer un système de facturation correct, comment négocier les tarifs, comment dire non sans s'excuser. Il m'a dit de traiter mon retour comme un plan d'affaires, de suivre chaque victoire, d'analyser chaque perte et de ne jamais laisser les personnes qui m'avaient abandonné avoir une place à la table. Une thérapeute de la ville a accepté de travailler avec moi sur une échelle mobile. Son bureau sentait les agrumes et les vieux livres. Pour la première fois de ma vie, j'ai parlé de la façon dont ma famille avait toujours fonctionné, comment ils traitaient l'indépendance comme une menace et les besoins émotionnels comme une faiblesse. La thérapeute ne m'a pas interrompu et n'a pas essayé de me réparer. Elle s'est contentée d'écouter. Et chaque semaine, je sortais de son bureau un peu plus droit, un peu moins en colère. De janvier à mai, mon téléphone est resté silencieux.
Pas de SMS, pas de mail, rien de mes parents, rien de ma sœur. Personne n'a demandé comment je me rétablissais. Personne n'a vérifié si je pouvais déjà marcher. J'ai gardé leur numéro bloqué et je ne me suis jamais retourné. Au 5e mois, je suis passé de la canne à la marche sans aide. Ma démarche était lente et irrégulière, mais j'ai réussi à aller du garage à la boîte aux lettres sans m'arrêter. La même semaine, j'ai signé un bail pour un petit studio à 15 minutes de là. Il y avait de la peinture écaillée et une seule unité de climatisation de fenêtre qui fonctionnait, mais c'était à moi. Chaque dollar de loyer provenait de mon propre travail. Une semaine après avoir emménagé, j'ai décroché mon premier gros client, un contrat de 6 mois avec une start-up qui cherchait à se repositionner. C'était un revenu stable avec une marge de croissance. J'ai acheté un bureau correct, j'ai rempli mon frigo de vraie nourriture et j'ai même mis en place le paiement automatique de ma facture de téléphone. Plus de raclage, plus de demandes. Après avoir remboursé l'une de mes dettes d'hôpital, le professeur m'a conduit au tribunal et a pris une photo de moi debout en haut des escaliers avec mes béquilles. Il l'a imprimée, encadrée et me l'a donnée avant que je ne déménage. Il a dit que c'était la preuve que je pouvais me relever de n'importe quoi. Puis, un jour, de nulle part, un message est arrivé de la sœur de ma mère. Juste une ligne. Ton père dit, tu vas mieux. Tant mieux pour toi. Pas d'offre de renouer les liens. Pas de questions sur ce que j'avais traversé. Juste une vague tape dans le dos comme si j'avais gagné un concours d'orthographe. J'ai laissé le message en mode lu. En été, je ne ressemblais plus du tout à l'homme qui dormait dans sa voiture 5 mois plus tôt. J'ai rasé ma barbe, coupé mes cheveux et commencé à faire de la musculation avec un entraîneur personnel recommandé par ma thérapeute. Je portais des vêtements ajustés maintenant, je parlais avec plus d'assurance, je me tenais plus droit. Les gens dans les cafés ont commencé à me prendre pour quelqu'un qui avait des options. Je ne les ai pas corrigés. Puis est arrivé le SMS de ma sœur. J'ai entendu dire que tu allais bien. Nous savions que tu finirais par te relever. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'assomption de responsabilité, pas de mention des mois où ils ont ignoré mes messages vocaux, m'ont laissé dormir dans une voiture de location ou m'ont bloqué quand j'ai supplié de l'aide. Juste une tape dans le dos suffisante de la part des mêmes personnes qui m'ont regardé me noyer. J'ai répondu une fois, ne faites jamais semblant d'avoir cru en moi. Vous m'avez tous laissé pour mort. Puis j'ai bloqué son numéro à nouveau, cette fois pour de bon. Mais quelques jours plus tard, un message vocal est arrivé d'un numéro inconnu. J'ai réalisé plus tard qu'ils avaient dû utiliser un nouveau téléphone pour contourner le blocage. C'était la voix de mon père. Le faire-part de mariage est arrivé dans une enveloppe blanche avec des lettres dorées et un seau de sirop d'eau. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et le numéro de mon appartement tapé proprement. À l'intérieur, il y avait une invitation formelle au mariage de ma sœur dans 2 mois dans un vignoble à l'extérieur de la ville. Tenue de soirée facultative. Il n'y avait pas de message personnel, pas de note, juste une carte de RSVP imprimée et une ligne en bas de l'invitation, la famille, c'est tout. J'ai apporté le tout à ma prochaine séance de thérapie et je l'ai posé sur la table. Ma thérapeute l'a regardé pendant un long moment, puis m'a posé une question, qu'est-ce qu'ils veulent de toi maintenant? Je n'avais pas de réponse. 3 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un message. Après tout ce temps, des mois de silence total, elle a envoyé un court message, ça signifierait beaucoup pour ta sœur si tu étais là. Je n'ai pas répondu. Puis mon père a appelé. J'ai laissé le message aller à la messagerie vocale, la première fois que j'entendais sa voix depuis l'accident. Il n'a pas demandé comment j'allais ni dit quoi que ce soit sur la récupération. Il a dit que je devrais être reconnaissant qu'il ne m'ait pas couvé quand les choses sont devenues difficiles. Il a dit, regarde où ça t'a mené. Tu t'es relevé. Nous avons eu raison de ne pas interférer. Je n'ai pas supprimé le message, mais je n'ai pas répondu non plus. Un jour plus tard, un autre SMS est arrivé de ma sœur. Tu gardes sérieusement rancune pendant la période la plus heureuse de ma vie. Pas de mention de ce qui s'est passé, pas de reconnaissance de l'hôpital, de la voiture de location, des nuits où je n'ai pas mangé, juste sa propre célébration, son grand jour. J'ai rédigé un merci de répondre, refus, je l'ai tapé, imprimé, signé. J'ai écrit, vous avez perdu le droit de m'appeler famille quand vous m'avez laissé seul sur un lit d'hôpital. Je l'ai renvoyé par la poste. L'appel téléphonique suivant est venu de ma tante. Elle a appelé sous prétexte de prendre de mes nouvelles, mais a rapidement abordé le sujet du mariage.
Elle a dit que le groupe de discussion familiale était rempli de gens qui me traitaient d'égoïste, d'amer, de dramatique. Elle a dit que je gâchais ce qui devrait être un moment de joie. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce qui m'était arrivé. Elle a fait une pause d'1 seconde, puis a dit « Eh bien, c'était il y a un certain temps ». Je lui ai dit que je n'étais plus intéressé par les nouvelles et j'ai mis fin à l'appel. 2 nuits plus tard, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis l'université m'a envoyé un message en privé. Il a dit qu'il avait tout vu dans le groupe de discussion et qu'il n'en revenait pas de la façon dont il parlait de moi. Il leur a dit carrément que j'avais supplié de l'aide et que j'avais été ignoré, qu'aucun d'entre eux ne méritait d'agir comme s'il était choqué maintenant. Il a dit que ça n'avait pas plu, mais qu'il s'en fichait. Je l'ai remercié, mais je n'ai pas été plus loin. Je n'essayais pas de recruter des défenseurs. Je voulais juste qu'ils sortent de ma vie. Mon père a laissé un dernier message vocal après cela, un long. Il a dit que je me ridiculisais. Il a dit que j'essayais de faire pitié aux gens au lieu d'assumer la responsabilité de mes actes. Il a dit que je devais grandir et arrêter de jouer la victime. J'ai bloqué son numéro juste après l'avoir écouté. J'ai bloqué le numéro de ma sœur aussi. Il n'y aurait plus de SMS, plus de messages vocaux, plus de prise de contact. Tout ce qu'ils avaient à dire pouvait rester dans leur discussion privée, loin de moi. Le mariage a eu lieu sans moi. Je n'ai découvert que c'était arrivé quand un ancien collègue qui est apparenté au mari de ma sœur en a parlé en passant. Personne d'autre ne m'a contacté. Personne n'a envoyé de photos. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas venu. Ils ont continué avec le récit qu'ils ont construit, celui où j'étais l'ingrat qui les avait coupés sans raison. Et honnêtement, je les ai laissés faire. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à la paix. J'allais toujours à la kinésithérapie toutes les semaines, je travaillais toujours sur le contrat avec une start-up technologique, je continuais à accumuler mes économies et à progresser avec un entraîneur personnel. J'ai trouvé une petite communauté d'autres freelances dans la ville qui se réunissaient 2 fois par mois pour parler affaires et burn-out. J'ai été invité à une pendaison de crémaillère chez un ami. J'ai fait des plans pour des courtes vacances pour la première fois en 2 ans. Puis, un matin, je me suis tenu devant le miroir de mon appartement, propre sur moi, me tenant droit sans aucun soutien, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. J'avais passé la dernière année à reconstruire. Il était maintenant temps de commencer à grandir. Ils ont eu leur chance de faire partie de l'histoire. Ils ont eu une place au premier rang de mes moments les plus difficiles et ont choisi de s'en aller. Maintenant, ils pouvaient rester à l'extérieur du théâtre pendant que je construisais quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Je n'allais plus seulement me rétablir. J'allais prospérer, et ils n'auraient d'autre choix que de tout regarder depuis les coulisses. L'email est arrivé un mercredi matin. Objet, offre officielle. La start-up pour laquelle je travaillais en freelance depuis 6 mois voulait m'embaucher à temps plein, poste à distance, avantages sociaux complets, soins de santé et dentaires, options d'achat d'actions, congés payés et un salaire 3 fois supérieur à ce que je gagnais avant l'accident. J'ai accepté dans l'heure qui a suivi. Le processus d'intégration a commencé cet après-midi-là. Pour fêter ça, j'ai réservé un voyage en solo pour la semaine suivante, dans un parc national à 2 États de là. J'ai fait une valise légère, chaussures de trail, équipement simple, rien de sophistiqué, et je me suis rendu là-bas en voiture avec de la musique pendant tout le trajet. Pas de béquilles, pas de canne, juste mes propres 2 jambes sur les sentiers sinueux. J'ai fait de la randonnée jusqu'au coucher du soleil, j'ai dormi sous les étoiles dans une cabane louée et j'ai préparé mon propre café chaque matin alors que l'air était encore froid et calme. C'était mes premières vacances depuis avant l'accident. J'avais l'impression de l'avoir mérité. À mon retour, un ami du cercle des freelances m'a invité dans un petit groupe dont il faisait partie, des hommes en convalescence. Certains étaient d'anciens athlètes en voie de guérison après des blessures. D'autres étaient des anciens combattants. Quelques-uns étaient comme moi, se reconstruisant après des ruptures familiales ou des événements qui avaient changé leur vie. Nous nous réunissions dans un centre communautaire 2 fois par mois. Pas de conférences, pas de liens forcés, juste de l'honnêteté. J'ai adhéré immédiatement. Pendant ce temps, mon téléphone est resté silencieux. Mes parents n'ont jamais donné suite après mon refus de me rendre au mariage. Ma sœur n'a jamais réessayé. Le groupe de discussion dont j'avais entendu parler était probablement toujours actif, mais personne ne m'a contacté à partir de celui-ci. Leur silence était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu dire, et je les laissais tels quels. Puis une lettre est arrivée à mon appartement.
J'avais récemment mis à jour mon adresse par les voies officielles, et je soupçonne que quelqu'un y a accédé indirectement par le biais d'un ancien relevé de facturation ou d'un contact commun. À l'intérieur, il y avait un avis officiel indiquant que mes parents ajustaient leurs plans successoraux. C'était écrit comme « Et pour votre information ». Le message était simple, je devais m'attendre à être exclu de tout héritage. Depuis que la lettre d'héritage est arrivée, j'ai retenu les services d'un avocat par le biais du réseau juridique de mon emploi. Lorsque le message successoral est arrivé, je leur ai simplement demandé de renvoyer une déclaration officielle en mon nom. Aucune autre communication n'est nécessaire. Je renonce à toute réclamation sur les biens familiaux. Avec effet immédiat. Pas de chichi, pas d'aller-retour, juste une fermeture. Au lieu de perdre du temps à penser à eux, j'ai utilisé le programme d'aide à l'éducation de ma nouvelle entreprise pour m'inscrire à un MBA en ligne. J'ai suivi les cours du soir, en conciliant travail et entraînement. Les journées étaient chargées, mais chacune d'elles me faisait avancer. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à regarder l'immobilier. J'avais épargné de façon constante, gardé un style de vie simple et j'avais un acompte prêt. Mon agent immobilier m'a montré un cottage tranquille d'une chambre juste à l'extérieur de la ville, entouré d'arbres avec un porche enveloppant et suffisamment de cour pour respirer. J'ai fait une offre le jour même. Elle a été acceptée 2 jours plus tard. J'ai signé les papiers avec mon propre nom seul sur l'acte de propriété. Le jour du déménagement, je me suis tenu dans le salon avec les fenêtres ouvertes et les murs nus et j'ai su que j'avais franchi une ligne qu'ils ne reverraient jamais. Ce n'était pas seulement un retour. C'était un nouveau commencement. Quelques mois plus tard, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée s'est rendu à ma propriété en voiture et a sonné à l'interphone du portail. Il a hésité avant de réaliser qui j'étais. Nous avons discuté pendant quelques minutes, et il m'a demandé si je voulais déjeuner ensemble un de ces jours. J'ai accepté, non pas par nostalgie, mais pour clore le chapitre. Au déjeuner, il a parlé de mon père. Il a dit qu'il l'avait vu lors d'une collecte de fonds locale. Selon lui, mon père disait que j'avais refusé de l'aider et que j'étais parti à la dérive quelque part dans l'Ouest. Je n'ai pas réagi. J'ai juste exposé la vérité, ce qui s'était réellement passé, comment ils avaient tous disparu quand j'avais le plus besoin d'eux, et comment j'avais construit tout ce que j'avais sans un seul dollar de leur part. Il n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête lentement et a dit, ça leur ressemble plus, pour être honnête. Nous avons payé nos additions séparément et n'avons pas prévu de nous revoir. Quelques jours plus tard, un message vocal est apparu d'un numéro inconnu. Il n'a été lu qu'une seule fois avant que je ne le signale. C'était la voix de mon père. Il n'a pas dit son nom, mais il n'y avait aucun doute possible. Juste un court message, j'espère que tu apprécies ta solitude. Tu l'as choisi. J'ai transmis le numéro à mon opérateur et l'ai fait filtrer en permanence. Cette ligne ne serait plus jamais ouverte. Sur ce, j'ai supprimé toutes les dernières sauvegardes de leurs contacts. Pas de fil de discussion caché, pas de messages vocaux enregistrés, aucune chance de réadmission. Mon téléphone appartenait à l'avenir, pas au passé. La dernière chose que j'ai faite a été d'écrire une lettre, pas pour l'envoyer, juste pour moi. J'ai listé tout ce qui s'était passé depuis le moment où je me suis réveillé seul à l'hôpital jusqu'au jour où la lettre d'héritage est arrivée. Je l'ai signée en bas, scellée dans une enveloppe et placée dans un coffre-fort inifugé sous mon lit. Sur le devant, j'ai mis une étiquette. Les jours passaient ici, et je le pensais. L'appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai laissé le message vocal se déclencher. Le message était court. Un homme s'est présenté comme le fiancé de ma sœur. Sa voix était tremblante, comme s'il ne voulait pas être celui qui faisait ça. Il a dit qu'elle voulait parler, qu'elle espérait que je l'écouterais, puis m'a demandé de rappeler. Je l'ai supprimé sans l'écouter 2 fois. Je n'avais jamais rencontré ce type, et je ne le rencontrerai jamais. Mon numéro n'était plus pour qui que ce soit de cette famille. Peu importait la politesse de leur demande ou qui ils envoyaient. Une semaine plus tard, une lettre est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas de nom d'expéditeur, juste une écriture familière sur l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 4 pages manuscrites, pliées avec soin. C'était de ma sœur. Il n'y avait pas d'excuses, juste des pages d'explications. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée pour quoi que ce soit qui s'était passé. Elle a dit que je compliquais les choses plus qu'elles ne devaient l'être. A dit que je choisissais de nourrir la haine. A dit que la famille était compliquée, mais que nous devions encore de renouer les liens avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lu chaque mot une fois,
puis je l'ai replié et enfermé dans un dossier que j'avais étiqueté pour documentation seulement, au cas où quelque chose dégénérerait. Ce qui m'a plus dérangé que la lettre elle-même, c'est quelle est mon adresse. J'ai appelé mon ancien propriétaire ce soir-là, celui qui possédait l'endroit au-dessus du garage du professeur. Il a semblé surpris d'avoir de mes nouvelles quand je lui ai demandé s'il avait donné ma nouvelle adresse à quelqu'un. Il a hésité. Il a admis que ma mère l'avait dupé il y a des mois, en prétendant être d'une agence de facturation hospitalière. Je n'avais pas prévu cet angle à l'époque, mais j'ai mis à jour tous mes paramètres de transfert immédiatement après cet appel. Le lendemain, j'ai changé mon numéro de téléphone, non seulement pour la tranquillité d'esprit, mais parce que je voulais fermer toutes les portes pour lesquelles il pensait avoir encore une clé. J'ai également fait installer un système de sécurité domestique, caméras, serrures intelligentes, détecteurs de mouvement, pas de lacunes, pas de point d'entrée facile. Quelques jours plus tard, le fiancé m'a recontacté par email. Il a dit qu'il ne connaissait pas toute l'histoire, mais qu'il était pris entre deux feux et qu'il ne faisait que transmettre sa demande. Son ton était prudent, plus émotif, mais il se sentait toujours plus comme un messager qu'un homme ayant un intérêt quelconque dans cette affaire. Il a dit que ma sœur était enceinte, qu'ils attendaient leur premier enfant, et qu'elle voulait arranger les choses avant l'arrivée du bébé. Il m'a demandé d'envisager au moins de lui parler une fois pour le bien de l'enfant. Je n'ai pas répondu. Une grossesse n'annule pas l'abandon. Un bébé ne réécrit pas ce qu'ils m'ont fait quand j'avais le plus besoin d'eux. Lors de ma prochaine séance de thérapie, j'ai mentionné l'email. Ma thérapeute a écouté attentivement, puis a dit quelque chose qui m'a marqué. On dirait qu'ils veulent votre pardon pour leur confort, pas parce qu'ils sont désolés. Plus tard cette semaine-là, une boîte est arrivée devant ma porte sans étiquette de retour. À l'intérieur, il y avait un body de bébé et une carte qui disait « Ton neveu mérite de connaître son oncle ». C'était tout. Pas de nom, pas de signature, juste ça. J'ai laissé le paquet scellé, je l'ai porté directement à la poubelle extérieure et je l'ai jeté sans y penser à deux fois. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit une phrase dans mon journal, « Les enfants devraient être élevés par des personnes qui comprennent l'amour. Vous avez fait en sorte que je ne le comprenne jamais. » Quelques jours ont passé. Puis un autre message est arrivé, cette fois de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis plus de 10 ans, le deuxième mari de ma mère. J'avais négligé de renforcer mes paramètres de confidentialité sur les médias sociaux, et il s'est faufilé. Je l'ai ignoré. Il a suivi en disant, il souffre, tu sais. J'ai répondu une fois, bien. Puis je l'ai bloqué, lui aussi. J'ai pris cette énergie et je l'ai redirigée. J'ai rejoint un programme de mentorat géré par un organisme communautaire à but non lucratif. 2 fois par mois, je rencontre de jeunes hommes qui tentent de se reconstruire après un traumatisme, certains à cause d'une blessure, d'autres à cause d'une dépendance, d'autres encore à cause de foyers brisés. Je partage ce que je sais, non pas en tant que conseiller, mais en tant que personne qui a traversé le feu et qui a trouvé un moyen de s'en sortir. Peu de temps après, un collègue de mon travail à distance m'a invité à un petit dîner de l'industrie. À table, son père a entendu mon nom et a demandé si j'étais lié à quelqu'un d'une ville voisine. Il s'est avéré que mon père avait mentionné mon nom lors d'événements, disant que j'avais perdu mon chemin et qu'il pleurait un fils qui avait coupé les ponts avec la famille sans raison. Je n'ai pas réagi, j'ai juste fini mon assiette. Plus tard ce soir-là, le collègue m'a envoyé un message en privé. Il m'a dit qu'après mon départ, il avait expliqué la vraie histoire à son père. Tout, l'hôpital, le silence, la trahison. Son père n'a pas dit grand-chose, mais a admis à voix basse, je n'ai jamais été aussi embarrassé. La dernière tentative a eu lieu une semaine plus tard. Une autre lettre de ma sœur. Celle-ci était plus courte, écrite à la hâte. Elle se terminait par « Tu ne verras même pas le bébé une seule fois. C'est la voie que tu choisis. » Je l'ai déchiquetée et j'ai brûlé les morceaux dans mon foyer extérieur. Pas de photos, pas de cérémonie, juste des cendres. Comme tout ce qu'ils ont essayé de sauver, ils ont appelé ça du silence. J'ai appelé ça de la protection. La promotion est arrivée au milieu d'un appel de routine le lundi matin. Le chef de département a passé en revue quelques indicateurs de projet, puis a annoncé la nouvelle, avec effet immédiat. J'étais promu chef du design. Cela signifiait gérer une équipe petite mais en pleine croissance, avoir un siège aux réunions stratégiques et enfin entrer dans un salaire à 6 chiffres avec des options d'achat d'actions et une trajectoire de leadership confirmée. J'ai dit merci. J'ai accepté l'offre et j'ai programmé ma première synchronisation d'équipe pour plus tard cette semaine. Avec une augmentation de salaire,
j'avais enfin l'espace nécessaire pour investir dans la maison. J'ai engagé un entrepreneur local pour m'aider avec certaines des plus grandes tâches, mais la plupart, je les fais moi-même. J'ai complètement refait la cuisine pendant 6 week-ends, carreau par carreau, armoire par armoire. Après cela, j'ai construit une terrasse arrière à partir de zéro, je l'ai nivelée, teintée, scellée, payée en totalité. Pas de prêt, pas de dons familiaux. Mon nom était sur chaque reçu, chaque facture. Mes mains étaient dans chaque clou. Pour mon 33e anniversaire, j'ai fait griller un steak sur cette nouvelle terrasse. Le soleil s'était couché, les lumières étaient allumées, et il y avait de la musique qui jouait doucement depuis un haut-parleur près du jardin. Je me suis versé un verre de bon whisky, j'ai ouvert un roman que j'avais l'intention de terminer, et j'ai regardé les étoiles apparaître une par une. Aucun appel n'est arrivé, aucun message, et aucun n'a été manqué. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Le contenu indiquait clairement que mon père avait subi un AVC et était dans un état critique. La lettre demandait si je voulais être inscrit comme personne à contacter en cas d'urgence ou comme parent le plus proche. J'ai répondu par l'intermédiaire de mon avocat, une déclaration d'une ligne, il a perdu ce droit le jour où il a ignoré mon séjour aux soins intensifs. Pas de contact, pas de rôle. Un email a suivi quelques jours plus tard de ma sœur, cette fois. Elle a dit que c'était grave. A dit qu'il pourrait ne pas survivre. A dit que je le regretterais si je ne lui rendais pas visite. Elle a gardé le ton prudent, mais il était évident qu'elle avait besoin de quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je me suis rappelé exactement ce que ça faisait d'être allongé sur ce lit d'hôpital. Les côtes cassées, les jambes fendues, les poumons qui se battaient pour respirer. Je me suis souvenu de l'infirmière disant que personne n'avait appelé. Je me suis souvenu de la voix de ma mère me disant de ne pas culpabiliser les gens. Une connaissance commune de mes années d'université, quelqu'un qui vivait maintenant dans ma ville, a soulevé quelque chose pendant le café. Il a mentionné avec désinvolture que ma sœur avait essayé de collecter des fonds pour aider à payer les frais médicaux de mon père, discrètement, demandant autour d'elle. Je n'ai pas demandé comment il savait. J'ai juste hoché la tête, payé pour nos 2 boissons et je suis parti. Le prochain email est arrivé la même semaine de ma sœur. Cette fois, elle n'a pas essayé d'être subtile. Elle a dit qu'il manquait d'argent, que le séjour à l'hôpital, la réadaptation et les soins post-AVC étaient plus importants que prévu. Elle a dit qu'elle savait que j'allais bien, a demandé si je pouvais aider juste cette fois. Je n'ai pas fini de lire. J'ai supprimé le message sans y penser à 2 fois. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé de rédiger une lettre formelle de non-contact adressée à tous les membres de ma famille immédiate, ma mère, mon père et ma sœur. C'était court, simple et juridiquement contraignant. Toute communication ultérieure devait passer par un avocat et seulement en cas de nécessité juridique. Tout contact en dehors de ces conditions serait considéré comme du harcèlement. En rangeant de vieux dossiers, j'ai trouvé une photo encadrée au fond d'un tiroir. Nous tous debout ensemble dans un parc il y a des années, une réunion de famille dont je me souvenais à peine. La main de mon père était sur mon épaule. Ma sœur était au milieu. Ma mère avait ses lunettes de soleil relevées sur sa tête. J'ai regardé la photo pendant 2 secondes, peut-être 3, puis je l'ai portée à la poubelle et je l'ai jetée sans ciller. Ce soir-là, j'ai ajouté une ligne de plus à mon journal avant d'aller me coucher, vous m'avez laissé mourir. Maintenant, vous demandez de l'aide parce que vous êtes en train de mourir. Ce n'est pas du karma, c'est une conséquence. Quelques jours plus tard, j'ai organisé un petit rassemblement dans la cour arrière. Juste des amis, des gens du travail, du groupe de mentorat, du quartier. Nous avons fait des grillades, partagé des histoires, fait des blagues sur des rendez-vous terribles et des voisins étranges. Personne n'a posé de questions sur ma famille. Personne ne savait qui ils étaient. Ils savaient seulement qui j'étais maintenant. Nous avons porté un toast à la résilience. La musique a joué jusqu'à tard dans la nuit. Une semaine après le rassemblement, j'ai reçu un SMS d'un vieil ami commun. Un court message, ma sœur a accouché. Un petit garçon. La mère et l'enfant sont en bonne santé. J'ai regardé l'écran pendant un moment, puis j'ai posé le téléphone. Il n'y avait pas de colère, pas de tristesse, pas de douleur, juste une pièce calme, une vie pleine, et le son du vent qui effleurait la nouvelle terrasse à l'extérieur. Une enveloppe certifiée est arrivée un jeudi matin, signée par le service de livraison. À l'intérieur, il y avait des documents juridiques officiels, une demande urgente de me désigner comme mandataire médical de mon père.
Selon les documents, son état s'était rapidement détérioré. Il n'était plus capable de prendre des décisions médicales, et ils avaient besoin de quelqu'un pour agir en son nom. J'ai pris le paquet, j'ai déchiqueté chaque page et j'ai jeté les morceaux dans un sac poubelle. Il voulait que j'assume la responsabilité juridique d'un homme qui n'avait pas levé le petit doigt quand je m'accrochais à la vie dans un lit de soins intensifs. Il n'avait pas appelé. Il ne s'était pas présenté. Il n'avait même pas demandé si j'avais survécu. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois livrée à la main par un coursier, enveloppe soignée, papier de couleur crème. À l'intérieur, une longue note manuscrite de ma sœur, des pages d'urgence implorantes masquées en devoir familial. Elle a dit que j'étais le seul qui pouvait aider maintenant, que papa avait besoin de moi, qu'il ne s'agissait pas du passé. Il s'agissait de faire ce qui était juste dans le présent. J'ai lu tout cela attentivement. Pas une seule fois dans ces pages elle n'a assumé la responsabilité de ce qui s'était passé. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance du message vocal que j'ai laissé en pleurant ou des nuits où j'ai dormi dans une voiture de location ou du SMS de notre père me disant de me ressaisir, juste du désespoir parce que maintenant ils avaient besoin de quelque chose à nouveau. J'ai contacté mon avocat, j'ai demandé s'il existait un scénario où je pouvais être légalement lié à cela. Il a examiné les documents, vérifié les directives de l'État et confirmé, à moins que je ne signe quelque chose, je n'avais aucune responsabilité. Je lui ai dit que je ne signerais jamais. Il a dit qu'il rédigerait un avis de refus formel au cas où ils essaieraient de pousser à nouveau. Ce week-end-là, j'ai reçu un message de quelqu'un que je connaissais par l'intermédiaire du groupe de traumatologie de ma thérapeute, une infirmière de l'hôpital où mon père était soigné. Elle avait entendu mon nom revenir pendant un quart de travail et, sans enfreindre de règles formelles, m'a discrètement transmis une information, mon père était incohérent maintenant, confus, demandant son fils encore et encore, le marmonnant entre les moments de lucidité. Je n'y suis pas allé. Il avait eu le choix à l'époque. Quand mon corps était brisé, quand j'étais seul, quand je ne pouvais même pas atteindre un verre d'eau sans aide, il a choisi le silence. Alors, je lui ai rendu l'appareil. J'ai terminé mon premier semestre de MBA avec d'excellentes notes. Mes performances au travail n'ont pas chuté une seule fois. Vers la même époque, j'ai signé un accord de partenariat avec une agence créative de boutique du centre-ville. Je dirigerai leur division de design tout en conservant mon rôle dans l'entreprise technologique. 2 sources de revenus, une indépendance totale, personne à qui répondre, personne à sauver. Une semaine plus tard, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée s'est rendu à ma propriété en voiture et a sonné à l'interphone du portail. Il n'a pas annoncé qui il était, mais j'ai reconnu sa voix. Je n'ai pas répondu. Je me suis tenu à ma fenêtre à l'étage et je l'ai regardé retourner à sa voiture. Après quelques minutes, la caméra a tout capté. J'ai amélioré ma sécurité cet après-midi-là, j'ai installé des lumières de mouvement périmétriques, j'ai mis à niveau les caméras et j'ai laissé des instructions spécifiques aux voisins pour qu'ils signalent tout visiteur indésirable. Quiconque se présentait à ma porte sans préavis serait signalé. Pas d'exception, pas de discussion. Puis est arrivée une lettre de l'hôpital, enveloppe simple, étiquette blanche. Ils ont confirmé que mon père était décédé. Aucun détail sur les funérailles, aucun message final de la famille, juste un seul paragraphe confirmant que la fin était arrivée. Une mise à jour froide et clinique. J'ai plié la lettre une fois et je l'ai glissée dans le coffre-fort inifugé avec mes documents juridiques. Pas de chagrin, pas de colère, juste le genre de finalité qui ressemble à une page qui se ferme. L'appel suivant est venu de l'exécuteur testamentaire. Un avis officiel que j'avais été exclu de tout. Pas d'héritage, pas de mention, pas de disposition, exactement comme il l'avait annoncé. J'ai dit à l'exécuteur testamentaire de transmettre un message à qui avait besoin de l'entendre, parfait. Dites-leur que je n'aurais pas pris un centime s'ils m'avaient supplié de le faire. Quelques jours plus tard, une dernière lettre est arrivée de ma sœur à nouveau. L'enveloppe était mince, l'écriture pointue et désordonnée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite, mais la curiosité a pris le dessus. À l'intérieur, il y avait une seule page. Plus de simulation, plus de phrases polies, juste du venin, tu mourras seul. Amer, oublié. Je n'ai pas lu le reste. J'ai plié le papier lentement, je l'ai porté à la poubelle à côté du garage et je l'ai jeté. Couvercle fermé, terminé. C'était la dernière fois que j'entendais parler de l'un d'eux, et c'est exactement comme ça que ça restera. Des mois après les funérailles de mon père, un autre coursier est venu à la maison. Celui-ci m'a remis une enveloppe plate dans un dossier rembourré et m'a demandé une signature.
Le nom de l'expéditeur était ma sœur. À l'intérieur, il y avait une plus petite enveloppe avec une note, à ouvrir dans 18 ans par ton neveu pour son futur oncle. Je n'avais rien accepté. Je n'avais pas demandé à être impliqué dans la vie de cet enfant. Je ne connaissais même pas le nom de l'enfant. J'ai refermé l'enveloppe extérieure et je l'ai rendue au coursier le lendemain matin. Renvoyée non ouverte. À l'intérieur était cachée une photo imprimée, un bébé enveloppé dans une couverture bleue allongé dans un berceau. À côté se trouvait une deuxième note de ma sœur, il mérite de connaître sa famille. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste un autre angle, une autre tentative de me replier dans leur histoire. Je l'ai rendue, elle aussi. Comme avant. Pas de place pour la manipulation, pas de tolérance pour une histoire réécrite. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer de m'attacher à un avenir que je n'avais pas demandé, je construisais le mien. Quelques semaines plus tard, j'ai été invité à prendre la parole dans une université dans le cadre d'une série de conférences sur le rétablissement et la résilience. L'un des organisateurs avait lu un article auquel j'avais contribué et m'avait contacté. J'ai pris l'avion, j'ai donné une conférence à une salle remplie d'étudiants et de professionnels, et ensuite une file d'attente s'est formée. Des gens qui voulaient me remercier, poser des questions, partager des morceaux de leurs propres histoires. J'ai serré des mains, signé des programmes et je suis sorti de cet auditorium la tête haute. J'ai pris l'élan de cet événement et j'ai terminé quelque chose que j'avais commencé il y a des années, mon premier livre, une œuvre auto-publiée sur la guérison après la trahison, la perte et la reconstruction sans filet de sécurité. J'ai omis les noms, les lieux, tout ce qui était traçable. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de survie. Je l'ai écrit pour les gens pour qui personne n'était venu et qui ont quand même réussi. 2 mois après la sortie du livre, j'ai reçu une lettre manuscrite de mon ancien entraîneur d'athlétisme du lycée. Il a dit qu'il avait trouvé le livre par accident et qu'il s'était rendu compte que c'était moi à mi-chemin. Tu leur as survécu, a-t-il écrit. De toutes les manières qui comptent. Le même mois, j'ai effectué mon dernier paiement hypothécaire. La maison était à moi, payée entièrement par le travail que j'avais accompli. Pas de co-signataire, pas de prêts familiaux, pas d'aide cachée, juste un homme avec une colonne vertébrale brisée, quelques compétences en design et beaucoup de limites. Lors d'un des séminaires sur la résilience auquel j'assistais, j'ai rencontré quelqu'un d'intelligent, de direct et de gentil. Nous n'avons cessé de nous croiser lors des sessions, puis nous nous sommes assis ensemble pendant le déjeuner. Les conversations se sont transformées en longues promenades, puis en dîner. Elle avait ses propres cicatrices, différentes mais profondes. Elle comprenait ce que signifiait se reconstruire seule. Lors de notre 5e rendez-vous, je lui ai tout raconté. Sans enjoliver. De l'accident à l'hôpital en passant par les menaces d'héritage, elle n'a pas bronché. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, ce n'est pas ta honte. C'est leur échec. Nous avons continué à nous voir. Je ne regrettais pas d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Plus maintenant. Ce que je regrettais, c'était de leur avoir donné autant de chance en premier. Chaque message vocal ignoré, chaque message sans réponse, chaque fois que j'espérais qu'ils se présenteraient et qu'ils ne l'ont pas fait. J'ai laissé trop de place. Maintenant, la porte n'était pas seulement fermée, elle était scellée. Je suis retourné à l'hôpital où j'avais failli mourir, cette fois dans le cadre d'une collecte de dons pour les patients traumatisés. Une infirmière près de la réception m'a reconnu. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont remplis de larmes. Vous étiez celui qu'on pensait tous ne pas s'en sortir, a-t-elle dit. Elle m'a emmené dans le couloir et m'a montré la chambre où j'avais séjourné. Les murs étaient fraîchement peints. Le lit était différent, mais je me suis souvenu des carreaux du plafond. Avant de partir, j'ai griffonné une note sur une carte propre et je l'ai collée doucement sous le cadre du lit. Parfois, ceux dont vous avez le plus besoin s'en vont, et parfois, vous êtes mieux ainsi. De retour à la maison, j'ai pris une dernière décision. J'ai contacté le bureau de poste local et j'ai demandé à ce que tout le courrier futur de ma sœur, de son mari ou de toute personne liée à ce nom soit marqué le retour à l'envoyeur. J'ai rempli les formulaires. À partir de maintenant, leurs mots n'arriveraient plus jamais à ma porte. Ce week-end-là, j'ai fait griller un steak sous les étoiles à nouveau. Même configuration qu'avant. Lumière de la terrasse allumée, haut-parleur bourdonnant doucement, verre de bourbon à proximité. Le vent bruissait dans les feuilles au-dessus de moi. Je suis resté là un moment, le calme s'étendant autour de moi. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas amer. J'avais construit une vie si pleine qu'il n'y avait plus de place pour de vieux fantômes.
La miséricorde n'est pas toujours méritée. Parfois, la refuser est la façon dont vous vous montrez que vous comptez. Ma famille m'a tourné le dos pendant le moment le plus sombre de ma vie. Je me suis relevé quand même. Et quand ils sont revenus en rampant, essayant de réécrire le passé, essayant de me tirer dans leur récit à nouveau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis parti pour de bon.